Bonsoir. Certains jeunes inciviques appelés Kuluna, récupérés à travers la ville, vont devoir être désintoxiqués. Le centre neuropsychosocial et pathologique CNPP est mis en contribution pour aider à la récupération de ces jeunes dans la société. Et puis cette nouvelle triste du chef de l'État tanzanien, John Magufuli, décédé hier des suites des complications cardiaques. Il avait donc 61 ans, c'est tout pour les titres de ce journal que j'ai le plaisir de vous présenter. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de vous savoir devant vos écrans pour vous informer. Démarrons ce journal par cette vidéoconférence entre les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et le PDG de Connect Liquide Telecom. Ils ont parlé du projet de l'interconnexion entre les océans Atlantiques à partir de l'Afrique. Relier les océans Atlantiques et Indiens en interconnectant l'Est, le Sud et l'Ouest par la fibre optique, ces projets chers aux chefs d'État de la RDC, de l'Angola et du Rwanda étaient évoqués au cours des entretiens que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu ce jeudi par visioconférence avec le président directeur général de la firme Econet Liquide Telecom, Strive Maïsiwa. Ces grands projets intégrateurs prévoient ainsi le lancement officiel de l'interconnexion entre l'océan Atlantique et l'océan Indien par la fibre optique. Au niveau de la RDC, il faudra obtenir le financement pour le démarrage de travaux de la ligne fibre optique Bukavu-Lubumbashi-Mbujimaï. Econet Liquide Telecom est spécialisé dans la fourniture de la connectivité à haut débit dans l'Afrique de l'Est, australe et de l'Ouest. Son PDG, Strive Maïsiwa, est un homme d'affaires, milliardaire, philanthrope zimbabwéen basé à Londres. Toujours à la présidence, le chef de l'État a conféré avec le Premier ministre Sama Lukonde. Il s'agissait de consultations en vue de la formation du gouvernement prochain. Sortie du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kenge, les rumeurs enflent, elles vont dans tous les sens. Le Premier ministre du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation a eu des entretiens ce jeudi 18 mars avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine. Le chef de l'exécutif fait le point de ces consultations. Il rassure et appelle les uns et les autres à l'apaisement. Je venais d'avoir un entretien avec le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. C'est un entretien qui s'est déroulé en toute sérénité. Et je voudrais ici dire que depuis quelques jours, nous avons entrepris des échanges d'arbitrage, si jamais je pourrais le dire ainsi, parce que le 15 février, lorsque je me suis adressé à la presse, j'ai annoncé que j'allais débuter les consultations avec toutes les forces politiques représentées d'abord au sein de l'Assemblée nationale. Et le 22, après avoir rencontré l'informateur, nous avons débuté ces échanges. Et ici, effectivement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de spéculations, mais je voudrais ramener tout le monde à la sérénité. Nous avons rencontré tous ces regroupements, ça a pris à peu près 9 jours avec les regroupements politiques et tous ont réaffirmé leur soutien à l'Union sacrée de la Nation. Nous avons donné les conditions pour participer au gouvernement et nous avons reçu les propositions en termes non seulement d'enrichissement au programme du gouvernement, mais aussi de participation au gouvernement de l'Union sacrée de la Nation que j'aurai l'honneur de diriger. Et après cela, bien sûr, c'est place à ces échanges pour pouvoir arriver à ce gouvernement. Non seulement inclusif, parce que nous avions parlé de ce caractère-là, mais aussi et quand on parle d'inclusivité, ça veut dire qu'on parle de géopolitique, on parle de la participation de toutes les forces politiques. Et aujourd'hui, nous en avons plusieurs qui ont adhéré à l'Union sacrée de la Nation. Mais on a aussi évoqué d'autres critères. C'était de dire que nous aurons voulu voir participer la société civile. Nous voudrons aussi que nous puissions avoir un certain taux en termes de participation féminine et de la jeunesse. Et donc, quand vous prenez tous ces éléments mis ensemble, vous comprenez que
cela demande qu'on puisse faire un travail méticuleux. C'est vrai que nous comprenons l'urgence de la sortie du gouvernement, mais il ne faudrait pas confondre urgence et précipitation. Nous sommes convaincus que avec la collaboration de toutes les forces politiques, et là aussi je voudrais rassurer tout le monde que tous ces échanges ont été faits avec chacune d'entre elles et que par la suite, lorsque nous avons poursuivi les échanges avec eux dans un cadre un peu plus restreint, toutes ont réaffirmé leur soutien et leur engagement à participer au gouvernement, contrairement peut-être à certaines rumeurs qui peuvent avoir lieu sur la place publique. Donc ici, place à la sérénité, place au travail, sans précipitation, pour arriver à un gouvernement consensuel, en tenant compte de tous les éléments que j'ai donnés. Là-dessus, d'abord, j'avais annoncé que nous devrions être présents au niveau du Parlement dès la rentrée parlementaire. La rentrée parlementaire s'est faite le 15 et nous savons qu'il y a encore des petits travaux qui se font dans l'élaboration du calendrier du Parlement et nous mettons ce temps à profit pour peaufiner justement ce gouvernement consensuel que nous voulons avoir et donc nous espérons vraiment que dans les prochains jours qui viennent, nous serons en mesure de nous présenter au Parlement, non seulement avec le gouvernement, mais avec un programme de gouvernement enrichi par toutes ces forces vives de la nation que nous avons reçues. Vous le savez, le drapeau tanzanien est en berne depuis ce jeudi matin, après le décès hier du président John Magufuli des suites des complications cardiaques. Le président de la République et président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi, salue la mémoire d'un solide partenaire qui a fièrement défendu l'indépendance du continent africain. Il portait le surnom de Tinga Tinga, entendait le bulldozer, très certainement pour sa rigueur. John Pombe Magufuli, président de la Tanzanie, est décédé ce mercredi à l'âge de 61 ans de suite d'une complication cardiaque, a annoncé la vice-présidente Samia Suluhu Hassan dans un message télévisé. Élu une première fois en 2015, John Magufuli a été réélu en octobre dernier après un premier mandat marqué par de nombreux projets d'infrastructure ainsi que la renégociation de contrats miniers. L'annonce de ce décès a ému plusieurs de ses pairs africains et du monde. Le président Félix Antoine Tshisekedi lui a appris avec beaucoup de tristesse la disparition de son homologue et frère, a annoncé le compte Twitter officiel de la présidence de la République. Pris de compassion, le chef de l'État congolais présente ses profondes condoléances au peuple frère de la Tanzanie et à la famille biologique de l'illustre disparu, poursuit le tweet. Président en exercice de l'Union africaine, le président Tshisekedi rend également hommage à un solide partenaire qui a fièrement défendu l'indépendance du continent africain. John Pombe Magufuli avait aux côtés de Félix Antoine Tshisekedi préservé les meilleures relations bilatérales existantes entre la Tanzanie et la République démocratique du Congo. La charge de la gestion de ce pays aux vastes régions sauvages revient désormais à la vice-présidente Samia Suluhu Hassan, qui devient donc la première femme présidente de la Tanzanie. Un deuil national de 14 jours a été décrété par le gouvernement tanzanien à partir de ce jeudi. La présidence pour la Chambre basse du Parlement, le président de cette institution, Christophe Mbosso Koudiapwanga, a rencontré le cardinal Fridolin Ambongo. Il est allé solliciter l'accompagnement de l'Église catholique durant son mandat à la tête de la dite institution. Le souci permanent de bénéficier de l'accompagnement des institutions religieuses dans sa mission a conduit le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Koudiapwanga, qui était accompagné du président du caucus des élus nationaux de la ville de Kinshasa, Godard Motemona, auprès de l'archevêque métropolitain de Kinshasa et cardinal de l'Église catholique, Fridolin Ambongo. Comme déjà à l'étape de l'église de réveil et celle de l'église kimbanguiste, Christophe Mbosso et Fridolin Ambongo ont partagé le principe selon lequel l'État et l'église sont tous au service de l'homme. Tout pouvoir vient de Dieu. C'est Dieu qui a créé l'homme et Dieu a estimé que l'homme, dans la société, il a besoin de deux pouvoirs. Il a besoin d'un pouvoir spirituel, ceux qui doivent nourrir son âme, et ceux qui doivent nourrir son corps, donc ce pouvoir temporel-là. Il y a l'État et il y a l'Église.
Satisfait de cette visite, le cardinal Fridolin Ambongo a salué l'initiative du speaker de la Chambre basse du Parlement car sa charge politique ne l'empêchera pas d'agir comme fidèle catholique. Les rapports de l'Église catholique avec le pouvoir actuel sont au beau fixe, sont de très très bons rapports. Le pouvoir fait son travail de pouvoir politique et l'Église fait son travail d'Église. Et il est tout à fait normal que de temps en temps, il y en a qui ont l'impression qu'on ne se comprend pas. Mais du côté de ceux qui sont au pouvoir, j'en suis convaincu, comme du côté de l'Église catholique, et je suis quand même le cardinal de ce pays, je peux vous dire, nous avons de très très bons rapports avec le pouvoir. Le président de l'Assemblée nationale a annoncé l'organisation prochaine d'une rencontre devant réunir les chrétiens catholiques dans la politique active et ceux qui sont en dehors de la sphère politique. Suivons à présent cet échange entre le haut représentant du chef de l'État, Kitenge Yesu, avec les experts électoraux. La République démocratique du Congo emprunte le virage de réforme électorale pour plus de crédibilité et de transparence de prochaines échéances prévues en 2023. C'est dans ces contextes que le professeur en sciences politiques à l'Université de Liège en Belgique, Bob Kabamba, expert en matière électorale, a été reçu à sa demande par le haut représentant et envoyé spécial du chef de l'État, Kitenge Yesu. Je suis venu voir son Excellence le haut représentant du chef de l'État et envoyé spécial pour lui remettre un mémo pour le président de la République et aussi pour le Premier ministre. Et ce mémo a deux points essentiels, notamment la question donc, du calendrier électoral. Comme vous savez déjà que nous sommes déjà en 2021, qu'il est impératif de commencer déjà à lancer le processus des élections pour que les dispositions constitutionnelles et légales soient respectées. Ça, c'est par rapport au premier point. Et sur ce premier point, on a abordé avec lui les questions liées au fichier électoral, le fichier, soit la révision, soit la refonte du fichier électoral. On a abordé avec lui les questions de l'identification de la population et aussi la question du recensement. Et donc, son Excellence a été très pointu sur les questions qu'il m'a posées par rapport à toutes ces différentes questions, parce qu'il voulait vraiment avoir des éclaircissements sur toute une série de points pour voir véritablement la compatibilité de ces différents points par rapport au calendrier électoral. Ensuite, nous avons abordé avec lui toutes les questions liées aux réformes électorales, notamment la réforme sur la question de la CENI, c'est-à-dire évidemment quel est l'organe de gestion électorale qui sera mis en place, et aussi la question de la loi électorale avec le mode de scrutin, et aussi essayer de corriger un petit peu tout ce qui n'a pas été lors des scrutins passés. Selon le professeur Bob Kabamba, réformer le système électoral, c'est donner de garanties nécessaires pour asseoir réellement un développement qui trouve sa sève dans les consensus nationaux. Les Kuluna ont été identifiés et scindés en deux groupes, les drogués et les non-drogués. Ces derniers suivent déjà les filières de formation pour une réinsertion sociale. Les drogués, par contre, ont besoin de quelques séances de désintoxication. L'honorable Jean-Marie Lukulasi a échangé avec les docteurs du CNPP pour une solution durable. Le processus de désintoxication est laborieux. Les spécialistes l'attestent. Et il oblige d'être contextualisé en chaque milieu. La délégation du G24 à Bruxelles a échangé avec ceux qui sont dans le domaine. À Kinshasa, pour rester dans le contexte, le président de G24, l'honorable Jean-Marie Lukulasi Massamba, met à contribution toutes les compétences locales. C'est le sens qu'il faut donner à cette séance de travail qui a mis autour d'une même table l'équipe de G24 et les professeurs, tous du centre neuropsychopathologique CNPP. L'un après l'autre, ils ont donné le cheminement pour un redressement total du Kuluna. Le professeur chef de département de psychiatrie au CNPP a décrit une procédure qui conduirait le Kuluna drogué par une prise en charge globale, mais stratifiée, dans laquelle interviendront psychothérapeutes, psychanalystes, sociologues, neurologues, neuropsychiatres et assistants sociaux. Le but ultime étant de maîtriser les éléments déclencheurs du comportement agressif et criminel du sujet. À tour de rôle, chaque professeur a mis en exergue le rôle de chaque intervenant, mêlant communication fonctionnelle, pédagogique et thérapeutique.
Il y a lieu de réhabiliter le Kuluna intégralement, lui éviter une rechute dans les habitudes décriées. L'honorable Jean-Marie Lukula Simasomba, qui a suivi attentivement ses interlocuteurs, a posé des questions claires et précises. Le président du G24 est plus que déterminé à redonner une nouvelle vie à ces jeunes Kuluna. Il a le courage de son engagement et ne compte pas abandonner en si bon chemin. Son recours au CNPP est la preuve que l'opération d'identification n'était pas improvisée. C'est plutôt une opération bien planifiée et dont les résultats sont clairement attendus. À la fin de cette longue marche de désintoxication, les Kuluna seront par un emploi pérenne, réinsérés durablement dans la société. La gestion des déchets plastiques pose problème à Kinshasa. On les retrouve partout dans les rivières et même dans nos maisons. Et cela pose problème malgré l'interdiction formelle d'en fabriquer. Des précisions dans ces reportages de Mira Ndeke. La gestion de déchets en général et de déchets non biodégradables à Kinshasa a toujours constitué un casse-tête pour différentes administrations de la capitale congolaise. Selon les statistiques publiées dans l'ouvrage de Oli Olenou aux éditions L'Harmattan, Kinshasa, qui produit près de 10 000 tonnes de déchets par jour, ne dispose que d'un seul centre d'enfouissement, plus ou moins à l'abandon. Conséquence, l'omniprésence de l'insalubrité à Kinshasa. Les sachets, bouteilles en plastique et d'autres déchets, et surtout quand il y a pluie, qui sont à la base des inondations qui se font ici. Le problème n'est pas seulement celui de suspendre, mais celui de conserver bien ces sachets et les bouteilles en plastique, à la place de les laisser comme ça ou soit de les jeter dans l'eau. Malgré les décrets de 2017 interdisant la production, l'importation et l'utilisation de sacs en plastique par l'ancien Premier ministre Bruno Tshibala, la commercialisation de sacs et sachets en plastique persiste et pourtant cette pratique n'avait jamais existé avant. Mais muda sikoyo azoya kaka maboko pamba aye kosoma sachi na wenzi tango ya aye soma kwanga maboko na makolo aye ka nina pamba photo zwaka to tena sachi poso tena sachi ta ko memate. Dans la même optique, le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobilambaka, avait interdit à travers un communiqué en février 2020 l'usage et la détention des emballages plastiques sur toute l'étendue de la capitale dans le cadre de l'opération Kinbopeto. Mais hélas, la réalité sur terrain est tout autre. Il y a d'abord le problème de prise de conscience de chacun de nous. Lorsqu'il y a des mesures qui ont été prises par l'État, je pense que nous, populations, nous devons suivre, nous devons respecter, c'est pour nous protéger. Le gouvernement doit toujours chercher à mettre un peu de rigueur pour que nous ne connaissions plus de temps d'inondation, de dégâts et même à pertes humaines. À côté de cette insalubrité s'ajoutent les maladies de mains sales et le paludisme. La population est face à un danger permanent. La gestion de déchets plastiques pose problème et reste l'un des enjeux économiques à Kinshasa. La RDC doit se doter d'un système de gestion de ces ordures et le plus vite serait le mieux pour lutter contre l'insalubrité et autres maladies. Le ministre tunisien des Affaires étrangères arrive bientôt à Kinshasa avec une forte délégation d'investisseurs et opérateurs économiques. L'ambassadeur tunisien en poste à Kinshasa a rencontré la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, pour lui donner des précisions. Et juste après, la ministre Marie Toumbanzeza est allée faire enregistrer dans les registres des condoléances de l'ambassade du Cameroun. Othman Gerandi, ministre tunisien des Affaires étrangères, attendu ce lundi 22 mars à Kinshasa. Nouvelle annoncée et transmise à la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Toumbanzeza, par l'ambassadeur tunisien Bouzekri Rmili. Pour les diplomates tunisiens, la visite du ministre tunisien des Affaires étrangères, Othman Gerandi, marque un tournant historique dans les relations de coopération entre Kinshasa et Tunis, car cela fait bien des décennies qu'un membre de l'exécutif national tunisien foule les sols congolais. Selon l'émissaire tunisien, Othman Gerandi sera porteur d'un message de son président au chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi. Il sera également à la tête d'une forte délégation composée de 52 investisseurs et opérateurs économiques, a-t-il souligné.
Adoum Gargoum, ministre camerounais, délégué auprès du ministre des Relations extérieures, est décédé le 8 mars dernier des suites d'une courte maladie. La République démocratique du Congo, à travers sa chef de la diplomatie, a compati à ces malheurs qui vient de frapper ses pays frères. Marie Toumba Nzeza est allée signer ce matin les registres de condoléances à l'ambassade du Cameroun à Kinshasa. Je suis venu parce que je représente le président de la République. Je parle aussi au nom du gouvernement et du peuple congolais. Je suis donc venu présenter cette sympathie au peuple camerounais frère parce qu'il vient de perdre une personnalité importante et qu'il est bon que dans ces moments-là, on puisse manifester notre solidarité les uns vis-à-vis des autres. Né le 7 août 1954 à Koussen, dans la région de l'extrême nord du Cameroun, Adoum Gargoum est diplômé de l'École nationale d'administration et de magistrature. Il a fait ses études universitaires à la faculté des droits de l'université de Yaoundé. Il a été ministre des Relations extérieures pendant plusieurs années jusqu'à ce que l'irréparable arrive. Le secrétariat général à l'intégration régionale informe le public que le secrétariat du COMESA a lancé à l'intention des chercheurs, individus et groupes les appels aux innovations et aux articles à présenter lors du 8e forum annuel du COMESA prévu en août 2021 sous le thème « Repenser les commerces et les affaires dans un monde sous Covid-19 ». Les articles doivent être soumis au secrétariat du COMESA conformément au calendrier ci-dessous. Soumission des projets d'articles complets ou des résumés détaillés 15 mars 2021. Notification d'acceptation d'articles ou des résumés détaillés le 31 mars, soumission des documents finaux au secrétariat du COMESA le 30 mars. Les candidats concernant les concepts d'innovation doivent respecter les critères suivants. Catégorie jeunes, 35 ans et moins hommes et femmes, femmes ouvertes à toutes les femmes, PME, entreprises répondant à la définition des petites et moyennes entreprises d'un État membre, groupe ouvert à tous les efforts de collaboration, institutions, ouverte à toutes les institutions de toute nature, admissibilité, citoyens ou résidents, légaux de longue durée des États membres, équipe de moins de 4 membres avec au moins un citoyen d'un État membre, équipe de 5 ou plusieurs avec au moins 3 citoyens d'un État membre. Une équipe non citoyenne sera considérée si tous ses membres résident légalement et que le projet est basé dans un État membre, les PME basées et opérant dans les États membres, toutes les institutions qui sont basées et exercent une activité commerciale substantielle dans les États membres. Soumission, toutes les contributions doivent être en français ou en anglais et les concepts d'innovation soumis par voie électronique avant le 30 avril 2021. Les chefs de l'État avaient hier lancé les travaux d'évaluation de la voirie urbaine de Kinshasa à travers un projet dénommé Tchilejelou. Et ce projet va moderniser d'abord 140 km de voirie de Kinshasa et à l'espace du Kasaï, suivant la fiche technique de ces grands projets dans ces reportages de William Tunakov. À l'occasion du lancement par les chefs de l'État du projet Tchilejelou, qui veut dire pilote, mercredi 17 mars 2021, à partir de l'avenue Ngampana, communément appelée Terre Jaune, au quartier Mpassa dans la commune de Lantsele, dans la périphérie est de la capitale, ingénieur Victor Tumbachikela, directeur général de l'OVD, maître d'ouvrage délégué du gouvernement, a présenté de manière succincte la fiche technique de ces projets à impact socio-économique réel et visible sur les vécus quotidiens de la population congolaise. Ce projet concerne toute la République, mais ça va s'exécuter sur plusieurs phases. Et cette première phase concerne la ville de Kinshasa, 40 km, et l'espace Kasaï. Nous avons 100 km, 25 km pour la ville de Mbujimaï, dans la province du Kasaï oriental. Nous avons 35 km dans le Kasaï central, dans la ville de Kananga. Dans la province de Lomami, nous avons 10 km à Kabinda et 5 km à Mweneditu. Dans la province du Kasaï, nous avons 15 km. Et dans la province du Sankuru, plus précisément dans la ville de Lusambo, nous avons 15
et 10 km. La première phase concerne les provinces que je viens de citer. Pour le moment, nous sommes en train de travailler en vue de matérialiser cette vision du chef de l'État. Nous travaillons déjà sur les grands Bandundu et les grands Équateurs pour lesquels nous n'avons pas encore finalisé les études. Plusieurs d'autres projets de la modernisation des voiries urbaines ont été initiés par l'autorité suprême de la République démocratique du Congo et concernent les 26 provinces du pays, à en croire les numéro 1 de l'OVD, Victor Toumba Tchikela. Un plan stratégique de relance économique, c'est le choix opéré par Stani Miteko Kapenga, expert en fiscalité. Ce plan qui prend en compte la zone de libre-échange continentale préconise la fusion des ministères des Travaux publics et celui du développement rural. Il l'a dit au micro de Mbouyal Mangal. Lorsque les gouvernements s'appuient sur ces documents, il va réussir à désenclaver les provinces de notre pays à travers les routes en terre bâtie dans 2 ans. Il va créer 1700 entreprises à travers l'agro-industrie, les champs, les plantations et l'industrie agroalimentaire. Et concernant aussi les plans de mobilisation des recettes, nous avons prévu dans notre plan la mobilisation de 6 milliards de dollars américains des recettes additionnelles hors budget, c'est-à-dire sur ces 6 milliards-là, les 6 milliards prévus dans les budgets, le gouvernement va ajouter encore les 6 milliards en provenance des recettes additionnelles hors budget, ce qui fera 12, et il sera en mesure de financer toutes ces activités. Et nous avons aussi suggéré qu'il puisse fusionner les ministères de l'agriculture, pêche et élevage avec celui de l'industrie pour en faire un seul ministère. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Bitou Keïta, était reçue par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Il est allé faire les rapports de sa récente mission à l'Est de la République. Cette rencontre avec le chef de l'État est une suite de la première audience où le chef de l'État savait que j'allais faire une tournée donc, à l'est du pays, Goma, Bukavu, Bunia, Beni et Goma de nouveau. Et donc de retour, nous avions agréé que nous allions nous voir pour que je puisse partager mes premières impressions. Et là où la MONUSCO mettra l'accent dans les prochains mois par rapport à cette question qui le préoccupe tant, l'insécurité à l'est du pays. J'ai partagé mes premières impressions lors de la première conférence de presse hier et très clairement il y a une très grande souffrance mais en même temps il y a de l'espoir avec certains projets qui sont en train d'être mis en œuvre, en tout cas au moins au niveau conceptuel, et qui doivent se matérialiser très rapidement pour que la population se dise on est en train de vraiment prendre à bras le corps les soucis qui les préoccupent et cette demande majeure de paix pour pouvoir aller dans leurs différentes fonction. Le chef de l'État est déterminé et a continué à mettre l'accent sur l'emphase qu'il veut donner dans cette partie du pays, vu que si on regarde d'après les données que l'on m'a procurées, on a 465 territoires dans la République démocratique du Congo. Si je ne me trompe, et là on parle de problèmes sur 12 territoires. Donc il y a quelque chose de l'ordre d'une avancée majeure dans le pays et il y a ces 12 territoires sur lesquels il faut faire quelque chose. La ministre d'État et ministre du Travail a reçu un prix d'excellence pour s'être distinguée par ses multiples actions dans le gouvernement Ilukamba. Des précisions avec Robert Ndaye Tshisekedi.
Travail bien fait et de nombreuses réalisations à la tête du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Des faits marquants qui ont milité en faveur de la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Dr Néné Lungankoulou, qui s'est distinguée par ses multiples actions au sein du gouvernement Sylvestre Ilunga Ilukamba. Elle reçoit pour ça un prix d'excellence en ce mois de mars. C'est le très sérieux sondage Seyon ONG, une structure de sondage et promotion de la bonne gouvernance qui a remis ce prix d'excellence à Néné Lungankoulou après l'avoir suivi 15 mois durant. Ce diplôme est donc le fruit d'un dur labeur. Effectivement, je ne me rendais pas compte qu'on nous observait. On était parfois pris par les acclamations, parfois par les critiques. On ne pouvait pas s'imaginer que du fin fond de la République, on nous suivait. Ça nous encourage encore à faire mieux dans le futur, à nous battre encore pour notre pays. Plusieurs actions et réalisations sont à mettre à son actif. Il y a entre autres l'élargissement de l'assiette fiscale d'un acte générateur des recettes, l'octroi de la carte de travail pour étrangers, l'agrément d'une organisation syndicale et aussi la mise en place d'un service de santé et de sécurité au travail. Les femmes qui ne savent pas où se plaindre en cas de violences sexuelles peuvent se faire enregistrer à la Commission nationale des droits de l'homme qui peut les orienter. Des précisions données par Maître Belinda Lutadila, rapporteure de CNDH. Les organisations féminines doivent savoir que la CNDH a également dans ses attributions le fait de veiller au respect des droits de la femme. Nous ne sommes pas la CNDH de droits de l'homme, homme avec H minuscule. Moi, je viens de la composante des associations des droits spécifiques des femmes. Ils sont nombreux, ces Congolais sur qui un abus de pouvoir a été exercé. Rapporteur de la Commission de droits de l'homme, Maître Belinda Lutadila Nzuzi revient sur les missions de cette institution d'appui à la démocratie. La mission est cernée dans la promotion et la protection des droits de l'homme en général et des Congolais en particulier. Mais il s'agit de tous ceux qui vivent en République démocratique du Congo, des Congolais qui sont en RDC et ceux qui vivent ailleurs, mais qui sont victimes des violations des droits de l'homme. Tous les agents de l'État, quand ils commettent une violation sur la population civile, c'est ce que nous appelons les violations des droits de l'homme. Et toute personne qui est atteinte par cette violation peut venir approcher la CNDH pour son accompagnement, surtout quand elle n'est pas prise en charge correctement par le service de l'État. À travers plusieurs enquêtes menées sur le terrain, la CNDH enregistre des actes de violence sur les femmes. Bien que ne se trouvant pas dans son cercle d'activité, la CNDH agit. Quand les femmes rencontrent des difficultés par rapport à la résolution de la question des violences sexuelles qu'elles subissent et qu'elles n'ont peut-être pas d'orientation, même si ce n'est pas une violation commise par un agent de l'État, elles peuvent approcher la CNDH et la CNDH prend en charge cette faute ou bien ce problème pour orienter les femmes victimes. Les rapports sur les atteintes de droits humains sont publiés. La Commission nationale de droits de l'homme joue son rôle d'organe conseil des institutions de la République. Plusieurs décisions publiques sont motivées sur ces observations. Une dame venait d'être récemment déguerpie de sa maison. Et bien, cette femme s'est vue réhabilitée et entrée dans ses droits. Ces reportages nous en disent plus. Scène de joie, chansons entonnées à la gloire de Dieu, Père des orphelins et défenseur de veuves, la population de Bandalungwa en liesse s'est montrée reconnaissante au président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Godempoy, qui s'est impliqué personnellement afin que la veuve Ngoy soit rétablie dans ce droit, a procédé également à la réinstallation de cette dernière. Martine Ngoy n'en revient pas. Elle dit ici sa reconnaissance au président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Je ne sais quoi dire, quoi donner à Godempoy. Que le Très-Haut lui donne sagesse et intelligence dans toutes ses entreprises. Godempoy a quant à lui salué les dénouements heureux de cette affaire. C'est grâce à Dieu que notre maman est rétablie. Moi, mon travail, c'est d'agir en tant qu'élu de Bandalungwa. Le reste, c'est Dieu qui a compris sa miséricorde en faveur d'une veuve. Les gens doivent savoir que dans la vie, vous pouvez avoir des problèmes avec tout le monde, sauf avec les veuves et les orphelins.
Cette réinstallation est le fruit de multiples efforts consentis par le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Godem Poya a été auprès de services judiciaires et de la police nationale dans le but de rétablir dans ce droit la veuve Martine Ngoy. De l'avoir suivi de partout où vous vous trouvez, ce journal a été coordonné par Mira Indeke et réalisé par Chimène Dondo avec le concours rédactionnel de Mami Kadima. Le prochain journal, tout à l'heure. Encore une fois, merci de votre aimable attention. Bonsoir chez vous.